250 000 habitants ici sur l'Avesnois, qui méritent autre chose que cette espèce de... Moi, j'avais même pas conscience que j'avais l'accent du Nord. Hein. Marc m'a dit, putain, c'est quoi cet accent du Nord, là? Tu vois, c'est toujours avec une... de vision un peu, quelque part, méprisante de ce territoire. Pour trouver du travail, il fallait sortir de sa région, et j'adore ma région, donc je voulais c'est rester à l'intérieur de ma région. Et puis je me dis, je me casse de cette région pourrie, quoi. Enfin, c'était le Nord. Mais jamais abandonné, mais il y a quelques fois, je rentrais le soir, et je peux vous dire que il y avait un poids comme un poids. J'en pouvais plus, quoi. Je me barre, je reviendrai plus, quoi. Mais en tout cas, moi, je dis tout ce que vous voulez, mais pas de mépris. Pas de mépris. Il y avait un endroit dans la campagne, pas très très loin, là, qu'on appelait le trou de la bombe. Je ne sais même pas s'il y avait une bombe là-dedans. Mais c'était vachement... Il y avait un creux, quoi, un grand creux. Et l'été, on avait fait du vélo là-dedans, on avait tous les mêmes survêtements verts. Pourquoi on avait tous les mêmes survêtements? Parce qu'en fait, c'était des cadeaux de l'usine. Tu remontes avec 14, 15 ans, 16 ans. Tu pouvais travailler à l'usine l'été. L'été, c'était le moment où ils refaisaient les fours. Ils démontaient les fours Martin, là. Ils changeaient les briques. Ce qui nous permettait ensuite de partir en vacances, quoi. Avec ce fric-là. Et pour la plupart d'entre nous, de se dire, putain, faut pas travailler à l'usine. Là, on arrive à Aumont, le panneau. Cette route-là n'existait pas, ça continuait, quoi. Tout ce terrain, tout ça, c'était Cockerill. Tout ce qu'on voit là, c'était l'usine, en fait. Il ne reste plus rien. Coup de bulldozer. Filiale du groupe belge Cockerill-Sambre, Cockerill-Aumont a employé jusqu'à 2000 travailleurs, c'était en 1958. Mais l'effectif n'a cessé de fondre. Lorsqu'intervient le premier dépôt de bilan, en 83, Cockerill-Aumont n'offre plus que 800 emplois. Puis de liquidation de biens en sursis, l'usine va fonctionner jusqu'en janvier 85. Janvier 85, le four électrique est arrêté depuis un mois. Programmé également l'arrêt du laminoir et des fours. Cockerill s'arrêtera. J'adorais voir la science-fusion, c'était Star Trek, quoi. Enfin, c'était les mecs en combinaison d'amiante, ces lumières incroyables, ces lingots rouges sur ces immenses rouleaux là qui défilent, cette chaleur, ces bruits, c'était un point et un. Puis ils se retrouvaient dans un monde d'adultes aussi, avec le casque trop grand. Donc j'avais pas mis les pieds depuis des années et des années dans cette usine. Et j'assiste à la dernière coulée. Pour le coup, il y a une théâtralité, une tragédie incroyable. Enfin, tous ces bonhommes, ce bruit, tout à coup ce silence. Des dizaines, des centaines de bonhommes qui se taisent. Leur visage, leur regard. C'était la première fois de la vie que je voyais pleurer mon père. Et c'est sans doute là si que ça a basculé. C'est-à-dire, tout à coup, ou quelque part dans mon inconscient, il s'est écrit que ce que je ferais serait en liaison avec ces endroits de tragédie ordinaire.
suis arrivé ici le 15 janvier 1979, donc il y a 34 ans. Il y avait un temps similaire à celui-ci. Quand je suis rentré, l'usine, la cour n'était pas dans un état comme celui-là, mais tout était blanc. Donc pour une fonderie, pour moi, c'était joli. Mais quand je suis sorti le soir, à 17-18 heures, je me suis aperçu que la fonderie, c'était pas toujours aussi joli. Et mon idée était de ne pas rester plus d'un mois ici. Mais bon, ça fait quand même 34 ans que je suis à l'intérieur, donc ça va. Ah putain. Alors ici, j'y viens très rarement. Mais ici, quand je suis rentré à Sambre-Meuse, donc en 1979, c'est dans ce chantier-là que j'ai fait toutes mes armes, toute la connaissance de la fonderie. C'est un chantier qui a duré, qui a conduit Sambre-Meuse à ce qu'il était pendant les années 80-85, du fait qu'on était une des fonderies les plus modernes d'Europe. Et après, à force de vivre des plans de restructuration, on a subi quand même 16 plans de restructuration qui ont conduit au délabrement total de cette fonderie. Et à chaque fois que je viens ici, de toute façon, j'ai toujours un petit pincement, c'est-à-dire que ça fait drôle. Ici, c'était des ateliers, sur la superficie que vous avez là, on était environ 700 personnes quand je suis rentré ici. Mais c'est dommage d'avoir connu une fonderie comme celle-ci, de l'avoir laissée tomber dans l'état que l'on voit maintenant. Ça, c'est une photo qui date fin 2010. Fin 2010, donc là, vous avez 4 personnages. Bon, il y en a 2 que je pense que la majorité des personnes connaissent. Et là, c'était l'ancien dirigeant. C'était mon ancien grand chef, donc M. Ducatillon. Et là, c'est le président-directeur général de la société UVZ, M. Sienko. Donc, c'est la signature du protocole d'accord entre la Russie et la France. Quand je suis rentré ici, on était aux alentours de 2800 personnes, il y a environ 30-35 ans. Aux alentours de l'année 2000, nous étions aux alentours de 150 personnes. Quand UVZ est arrivé, nous étions aux alentours de 190-200 personnes. Et là, on est déjà aux alentours de 253 personnes. À 2 ans en arrière, on a été tous licenciés. Moi, pour moi, j'ai dit, on est foutus, on va finir tous à la NPE. S'il n'y a personne qui met du sien, on est tous morts. Heureusement, les Russes ils sont arrivés pour s'investir chez nous et qui nous ont redonné un coup de vis. On dit, allez, voilà, on va essayer de remonter l'entreprise Sambre-Meuse. Et à l'époque d'aujourd'hui, ils remontent l'entreprise Sambre-Meuse et j'en suis fier. Il n'y a quand même pas de raison qu'il y a environ 2 mois, Hélène, elle sortait les pièces tranquillos, et puis maintenant, je ne sais pas si elle commence à avoir des problèmes d'usinage depuis un temps qui correspondrait à plus ou moins ça, je n'en sais rien. Dans ces fiches trop rien. Hein, comment ça se fait qu'on a coulé des pièces sans faire les 3 voiles qu'il y avait de supplémentaires? Là, à mon avis, les 3 qu'il y a là, si on arrive à les sortir, tant mieux, sinon ça va être derbu. Hein. Et il faut savoir que ces pièces-là, on est quand même en retard depuis 1 an. Hein. UVZ nous demande de conserver minimum 50% de nos possibilités pour eux et 50% pour d'autres clients. Donc 50% pour d'autres clients avec les moyens que l'on va avoir, c'est couler 2000 tonnes d'acier liquide par mois. Donc c'est déjà 10 fois plus qu'on en fait à l'heure actuelle. C'est colossal. Pour l'instant, je n'ai pas le carnet de commande qui m'autorise à faire ça. On coule à mon avis trop chaud par là. Je viens d'aller voir des pièces. Ouais. Elles sont dégueulasses, la température, à mon avis, elle est trop élevée. Ah bon? Je sais pas, un ordinaire, ici, on coule aux alentours de 1600. Là, je viens de discuter avec Jean-Pascal. Et tu demandes une température aux alentours de 1600, non, c'est pas ça? Ou 1580. Méfie-toi tes températures. À mon avis, on est trop chaud. Méfie-toi tes températures, c'est le conseil que je te donne, mais baisse tes températures, parce que les pièces, elles sont pas belles. Elles sont peut-être bonnes, mais elles sont pas belles. Ok.
comment dire, en rescalacho. Alors. Bonjour Christine. Ah, faut pas avoir peur. C'est toi de garde? Non. Il y a quelque chose là déjà? Oui, je vis. Et j'ai le scanner de la dame à montrer à monsieur Concarelli. Moi, je te fais la sortie. Vous avez des mouches dans la tête? Dans les yeux. Dans les yeux? Oui. Bon. La tête lourde. Je Bon. vais signaler déjà hier. Donc c'était un capangis, Oui. une acromioplastie d'épaule Oui. à droite pas chaud, et elle a également une fracture de pouce. Enfin, je suis bien arrangée. Mais oui, vous êtes tombé Oui, je ne sais pas. à cause du verglas? Non, c'est dans la cave. Chez vous? Oui, c'est chez moi. Qu'est-ce que vous alliez faire dans la cave? J'allais descendre des courses. On me dit, c'est peut-être tu as un maïs parce que tu as... Je ne sais pas. Ben oui. Je ne Bon, sais pas. on va voir ça. Vous savez, quand on a une prothèse et que la peau n'est pas fermée dessus, c'est-à-dire bien cicatrisée, il y a des très gros risques d'infection de la prothèse. Et quand ça s'est infecté, après, ça ne va plus. Ça ne va plus, il faut enlever la prothèse. Donc, Vous lancez, vous dites que j'allais sortir et puis... mais non, messieurs, c'est toujours pareil. Si tout va bien, monsieur Dinka va venir, il va dire oui ou non. Il va regarder, c'est lui qui vous a opéré, donc c'est lui qui va prendre la décision pour vous. S'il pense que ça va aller, vous partirez, c'est tout. Mais s'il pense que vous devez rester, il faut rester. C'est pas pour vous embêter. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu où j'étais et l'activité qu'il y avait, notamment en chirurgie, c'est vrai que je me suis dit, mais un jour, bon, est-ce que je vais rester, quoi? Allez. L'hôpital était vétuste. C'est-à-dire qu'on avait encore des chambres à 4 lits, 5 lits, pas très bien entretenues, il n'y avait pas de cabinet de toilette, il n'y avait pas tout ça. Donc l'hôpital avait cette... vous voyez, c'était un endroit où on venait mourir, c'était un peu comme ça, quoi. Vieillir, c'est deux choses, vous le savez? Comment? Vieillir, c'est deux choses. Lesquelles? La première, on perd la mémoire. Ouais. Et la deuxième, on ne s'en souvient plus. Voilà. Ah oui, pourtant j'avais une bonne mémoire, vous savez. Oui. Mais vous vous en souvenez encore de tas de choses. Vous oubliez peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce que vous avez fait il y a 20 ans, 30 ans, vous en souvenez. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Donc rassurez-vous, le pansement. Madame Burillon, c'est une amputation. Depuis 30 ans, à l'intérieur des murs de l'hôpital, on a reconstruit un autre hôpital. Depuis 30 ans, c'est ce qui a été fait. C'est un autre hôpital qui a été... Mais vraiment, physiquement, les murs, les portes, les espaces, tout ça, ça a été reconstruit. Mais à l'intérieur des murs. Bon, il se trouve que maintenant, puisque les choses se sont développées, puisque les activités se sont développées, puisqu'il y a des besoins qui sont de plus en plus forts sur un territoire qui se caractérise par sa démographie, il ne faut pas l'oublier, ça. On a beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes âgées. Et là, il faut prendre en charge les personnes âgées avec l'allongement de la durée de vie, etc. Heureusement qu'on a ces structures-là, mais on est à l'étroit. On ne peut plus développer de projet, et c'est pour ça que le projet du nouvel hôpital, c'est indispensable pour ce territoire. Comme je le dis régulièrement, le vestiaire, c'est l'image de notre hôpital. Il faut mettre des lits, là en l'occurrence c'est les placards, pour de plus en plus de malades. En l'occurrence ici, c'est de plus en plus de praticiens, dans des espaces qui sont incompressibles. Voilà. Donc résultat des courses, c'est la crise du logement, quoi. Voilà. Ah oui.
Quand on est venu travailler ici, la première chose que les gens nous ont dite, c'est mais vous allez vous faire agresser, tout voler. C'est pas possible, ce quartier. Totale délinquance. Je pense que ça a été vraiment monté en épingle. Sans doute, il y a évidemment une part de réalité, mais c'est toujours étonnant comment les choses prennent de l'ampleur et on a l'impression d'arriver à Chicago, quoi. Ah, c'est étonnant, hein, toutes ces maisons murettes où il y a encore les petits rideaux. Les gens viennent de partir, quoi. C'est impressionnant. Décor de cinéma, quoi. On voudrait reconstituer ça au cinéma. Quasi impossible. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller explorer des voisinages, trouver d'autres formes de dialogue, d'enrichir le mien. Parce que du coup, quand tu rencontres des gens très divers, forcément ton dialogue s'enrichit, ton écriture. Et ça m'intéresse. C'est assez marrant, ces petites placettes. Ça va? Bonjour. Vous allez venir faire un tour ce soir? Oui. Ah, c'est ce soir, ça commence? Ce soir, on est juste en répétition. La répétition? Et officiellement, c'est demain. La pitié. Ouais, je sais bien, ouais. Et il va se passer quoi, là, dans la maison, là? C'est quoi? Alors, il y a des petits spectacles. Tu vois, il y a des petites formes. Ouais. Des spectacles pour peu de spectateurs, dans les caravanes, dans le camion, dans les maisons. Et puis après, il y a une grande forme, la plus ouverte, où il y a l'échafaudage, là, t'as repéré? Ouais, on va piscine, là, c'est genre une piscine, là? Ouais, c'est genre une piscine, ouais. Et on va voir quoi, là-bas? Bah, ce soir, on fait une générale, là. Tu peux venir jeter un œil. On a un peu marre, enfin moi je me sens pas plus très bien avec un processus classique de public, c'est-à-dire tu fais ton truc, puis à un moment donné, c'est le moment de l'ouverture au monde de ton machin, et t'envoies tes armées de relations publiques et de communication pour dire venez voir, c'est formidable, il y a de l'émotion mais on rit, enfin tu vois tous ces trucs servis tout le temps. Peut-être se dire tiens on va essayer de construire le public, entre guillemets, en même temps qu'on construit le spectacle. Et là, on va travailler à l'envers. On va commencer par aller chez les gens. Salut Tania. Venez, approchez-vous. Merci d'être là. Je redis quelques petites choses. La première partie donc, du spectacle, ce sont les petits rendez-vous. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment ce qui fait l'âme de cette histoire-là. Donc tous ces petits rendez-vous ont été inventés, écrits, imaginés, élaborés avec des habitants. Alors je vous dis ça parce que votre rôle de guide est absolument essentiel. Ce sont des gens qui portent ces petits rendez-vous-là qui n'ont jamais joué, ou pour ceux qui ont déjà fait depuis plusieurs fois avec nous, qui ont joué depuis un certain temps, mais dont c'est pas le métier en tout cas. Bon, ce soir, ça va. C'est une répétition entre nous, il y a quelques invités comme ça. Ça va aller. Demain, ça risque d'être plus compliqué. C'est blindé, comme on dit. On refuse du monde. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément comprendre. Qui vont dire « Ouais, mais c'est mon cousin, il est dans le groupe, je peux venir avec, je me ferai tout petit. » Sauf que dans une caravane, t'as beau te faire tout petit, on peut pas s'empiler, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc ce sera très important de compter les gens qui sont avec vous. Voilà, ça me permet à moi de visualiser 3, voilà, prenez un peu d'air, comme ça vous avez vos gens. Voilà, un petit peu d'air, voilà, 2, 3, 4, voilà, comme ça on voit vraiment les panneaux, super. Ça va? Ce matin, j'ai dit à Jean-Claude, je dis, attends, on parle de trop. Il faut arrêter de parler, il faut agir. Et je dis, il faut dire une phrase par jour et puis agir, puis c'est terminé.
Mais moi, pour l'instant, je vais le diriger. Moi, je veux ça. Moi, je voudrais que j'ouvre mon programme le matin et puis que je sache, ben, hier, on était là, aujourd'hui, on est là. OK? La qualité qu'on nous demande, c'est quand même une qualité irréprochable. Même des pièces nucléaires sont réparées. On peut avoir des défauts sur des pièces nucléaires où un soudeur homologué va venir réparer la pièce par soudure. On va la radiographier, hein, on repassera une radio pour valider la soudure, mais ce sera à la fin une pièce bonne. Ici, on ne tolère même pas ces choses-là. J'en ai marre, donc je vais revenir à une autorité. Je crois que Sandra Meus, il a besoin d'un dirigeant, mais autoritaire. Donc c'est malheureux parce que je pensais qu'on pouvait participer, créer et puis réfléchir tous ensemble. Mais s'il faut donner des ordres, je vais donner des ordres. Il faut arrêter d'être gentil, je m'excuse, mais il faut arrêter d'être gentil. S'il faut qu'il y ait une personne ou deux qui trinquent pour un non-respect de ce qu'on lui demande, on en arrivera là. Donc sur le poste de nuit, une panne importante sur le malaxeur, qui est arrivé à partir de 23h jusqu'à 2h30 du matin. Et après, on n'a plus été emmerdé. Si, ça a été de nouveau un souci à partir de 5h du matin. Et là, c'était le problème, effectivement, de gigoleur. Donc l'entretien, il n'a rien fait. L'entretien, il n'a pas changé les filtres, il n'a rien regardé. Qu'est-ce que tu as eu comme explication? Aucune. D'accord. Donc je veux, moi, sur les feuilles, je veux faire apparaître. Quand ils me pointent, là, ils ont leur programme à la con, là. Quand ils me pointent les trucs, quand ils me barrent un moule, je veux qu'ils inscrivent l'heure quand ils me barrent le moule. Nous, c'est pas de fabriquer des moules qu'on fait, c'est fabriquer des pièces vendables. Ouais. Donc s'il y a une commande qui est passée à honorer, il faut que ça corresponde à ce que le client... Je sais qu'ils ont une panne. Donc demain tu arrives avec des explications pour toutes tes pannes sur tous les postes. Okay. Si on veut agir quelque part, il faut être au courant de tout. Ouais. Enfin, moi, je veux être au courant de tout. Parce que moi, je suis en train de me battre pour dire qu'à UVZ, il faut qu'ils m'achètent des traverses, parce que les traverses, on arrive à les faire à moindre frais par rapport aux longerons. Je suis en train de les emmerder en ayant des traverses ici, en stock, qui ne me prennent pas, parce qu'un bogie, c'est 2 longerons avec une traverse. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, on produit certainement dans de meilleures conditions les longerons que les traverses. Je pense que l'ensemble du personnel se rend bien compte que ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, on est en train de remettre les choses à plat et puis d'essayer de motiver les gens et d'essayer de sortir ces pièces une bonne fois pour toutes et de produire. C'est ça. Et là, on va agir tout de suite sur la qualité pour essayer de revenir. Une fonderie d'acier, c'est entre 3 à 10% de rebut. Nous, on doit être aux alentours de 30 à 40% de rebut. Donc on ne peut pas voir l'avenir en rose avec 30 ou 40% de rebut. Bon, c'est là. Bah, c'est la maison de mon père, et puis c'est là où j'ai passé toute mon enfance lycéenne. Voilà. Jusqu'à 17 ans, avant de partir à faire mes études de médecine à Bordeaux. Voilà. Entrez, hein. Ah. Allez, on va entrer. Et là derrière, il y avait la butée. La butte, là. Ah oui, et en fait, c'était le train qui passait qui allait de la mine qui est un peu plus loin, là, à 1 kilomètre à peu près. Ah, moi, c'est le bonheur ici. C'était le bonheur de ma jeunesse. Ah, oui. J'étais heureux, moi. J'ai eu une jeunesse heureuse, très heureuse. Pas riche, mais heureuse. Nos jardins. Avec mes parents qui nous aimaient. Et voilà. Toi, tu vas pas t'asseoir, bien sûr. Allez, je vais me mettre à ta hauteur. Voilà. Quand vous arrivez dans un territoire où vous ne trouvez aucun élément qui puisse vous dire que de ce territoire, il y a une richesse colossale qui est sortie après-guerre. Le fer, ça a été pour la reconstruction après. Partout, partout. Dans le Douaisis, c'était que des mines
que des cités qui étaient habitées par rapport au puits qu'il y avait, quoi. Moi, j'ai fait le puits du Midi avec mes copains de travail. Puits du Midi, c'était près de Douai. À Saint-Lenoble. Voilà. Ouais. Puits du Midi. Je suis arrivé là, il n'y avait que 32 mètres de fait. Et ensuite, avec tous mes copains et Tira, bah oui. on a été jusqu'à 440 mètres. Ouais. Et puis tu vois, et ça je te parle des années 48. Et c'est la première des fosses qu'on a arrêtées. Ah oui, mais bon. Parce voilà, que... Du côté de Maubeuge, c'était pareil. Quand je suis arrivé à Maubeuge, on parlait du passé glorieux, quoi, de Maubeuge. Parce que je suis arrivé, c'était la récession complète avec la fermeture de la sidérurgie. Donc ça veut dire que les gens, ils ont bossé, sans rien dire, ils ont fait le boulot, et puis ça ferme et il n'y a plus rien. Ça a été deux drames. Enfin, moi, je suis passé d'une région où le premier drame, c'est les mines, et le deuxième drame, c'est la sidérurgie, à quelques années d'intervalle. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, de faire des choses. Eh oui. Ça pourrait être désespérant. Eh bien, c'est pas désespérant. Et je pense que ce qui fait que, pour moi, ça n'a pas été désespérant, parce que les gens à qui c'est arrivé, mais c'est pas des gens qui sont désespérés. C'est parce qu'ils sont attachés à leur territoire. Et ils ont raison d'y être attachés. Allez, ciao. À bientôt. Ouais. Allez, bisous. Oui. Et toi? Allez. À quel nom, madame? Leclerc. Vous avez raison? Oui. Donc là, c'est le moment de restitution de tout ça, donc c'est un peu stressant, parce qu'il y a plein de lieux en même temps, dans des maisons, une caravane, des garages, des caves, enfin bref, différents endroits d'habitation. Donc là, on essaie de rassembler un petit peu tout le monde. C'est complet. Donc on a plutôt du mal à gérer la surjauge, tant mieux. Dans ce quartier improbable sous la flotte, là, c'est une accalmie, là, espérons que le ciel nous laisse tranquille. C'est bon pour tout le monde est là. Le numéro 1, c'est parti. Numéro 3. Numéro 9. Bonsoir. Je vous en prie, entrez. Je l'ai pas vu. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et bienvenue dans notre garage. Bah oui, hein. Après, il faut dire, j'ai toujours vécu ici. Le quartier, je connais par cœur, je connais comme ma poche. J'ai fait pas mal de conneries dans ce quartier. Pas des grosses, mais des conneries quand même. Comme voler. Ça, j'ai jamais volé, c'est contraire à ma morale. Je suis née à Pripyat, la ville qui était construite pour les gens qui travaillaient à Tchernobyl. Mes deux parents travaillaient à la centrale. On avait une vie joyeuse, même si c'était un peu monocolore. L'URSS avait tendance à rendre grises toutes les couleurs, sauf celle de notre famille. À l'intérieur de nos maisons, une fois les portes fermées, on se permettait tous les éclats. Ouais, un jour, ma mère m'a raconté qu'un soldat américain l'avait complimenté et qu'il s'était revu un petit peu. Et tout ça... En plus, je trouvais que je ressemblais pas du tout à mon père. Enfin, faut dire qu'avec mon père, c'était un peu... Enfin, bref. Du coup, je m'étais mis dans la tête que le soldat américain de ma mère, c'était John Wayne, et que ma mère, elle avait... avec John Wayne, quoi. Donc, mon père, c'était John Wayne. J'étais super fière que mon père, ce soit John Wayne. À mes copines, je leur disais... moi, normalement, je devrais parler américain, rouler en Chevrolet décapotable, ou monter à cheval au milieu des vaches. Mais il y a eu une erreur d'aiguillage, c'est un secret, ça serait trop compliqué à vous expliquer.
Faut dire qu'elle avait la peau dure de chez dur, ma mère. Hein. Mais à la fin de sa vie, sa peau, elle était devenue transparente. On voyait son corps au travers de sa peau. Elle n'avait plus de secret, elle n'avait plus rien à cacher. Et quand je caressais cette peau qui était devenue douce mais fragile, tellement fragile que j'avais l'impression que je pouvais déchirer la peau de ma mère. Eh ben, ça fait bizarre de se dire qu'on pourrait déchirer la peau de sa mère. Hein. Ma mère, elle disait toujours, t'as les mains de ce que tu fais et la peau de ce que tu dis. Mais c'est bien la vérité. Hein. Allez, santé. Moi, je pense que notre société est au bord de l'implosion. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne circule plus. Je pense qu'il faut revenir un peu à l'envers, quoi. Enfin, partir de ce que sont les êtres. Dans leur communauté, dans leurs endroits de vie, etc., etc. On parle de la classe ouvrière, les gens parlent des habitants, enfin, tu vois, encore une fois, mais putain, laissez-les parler, quoi. Bien, bonjour à tous. C'est la semaine des mathématiques. Moi, j'appellerais ça plutôt la fête des mathématiques, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait seulement la fête des pères, la fête des mères, la fête de la musique, la fête des sciences, et qu'il n'y ait pas la fête des mathématiques. C'est évident que si vous invitez, je sais pas, Johnny Hallyday à l'auditorium de la gare numérique, ça va être plein avant même que ce soit annoncé, quoi. Bon, faire venir des gens pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les mathématiques, dans la géométrie surtout, eh ben, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est pas désagréable. Et surtout, ça nous permet de rencontrer, de faire venir sur notre territoire des gens qui sont intéressés par notre démarche. C'est hyper important, les mathématiques. Eh bien, il faut qu'il y ait des étudiants, il faut qu'il y ait des gens qui, petit à petit, s'inscrivent dans un cursus qui n'est peut-être pas celui des stars de la musique ou du cinéma, etc. Mais ici, je peux vous le dire, vous avez des stars qui viennent vous voir. C'est des stars dans leur discipline. Pour ceux qui ont déjà lu des magazines de vulgarisation scientifique, sont certainement au courant que la théorie des cordes, le domaine sur lequel je travaille, dit que l'espace, en fait, a 9 dimensions. Donc, il y a 2 dimensions. Bien entendu, ça correspond à ce que je préconise toujours, c'est la connaissance, la connaissance, la connaissance. Hein. La connaissance, c'est une façon de garder sa liberté, hein, d'être un citoyen qui dirige sa vie, pas qui se fait diriger. Et donc, transmettre la connaissance, c'est toujours intéressant. Maintenant, pourquoi les mathématiques ? Parce que c'est une science qui est en amont de toutes les autres, en fait, maintenant. Le problème, c'est que les jeunes, par exemple, ne savent pas qu'on a besoin de matheux partout. Et alors ? Les maths, vous aimez ça ? Ouais, et toi ? Bon, alors, c'est chiant, hein ? Non ? C'est embêtant, quoi. Ouais. Et si on est dans la partie rurale de la Vénois, il y a peu de choses qui circulent par rapport à la modernité, disons. Bah, ils vont voir qu'il y a des profs d'université qui viennent chez eux, déjà. Pour eux, c'est peut-être, comme je dis, c'est des martiens qui arrivent là. Quelles sont les propriétés que vous demandez, hein, et qui vous permettent de dire que vous êtes content comment a été carrelée cette pièce? Qu'est-ce que vous demandez aux maçons, au fond, quand le travail est fini? Que vous rentriez? J'espère leur montrer que les maths, c'est pas forcément ce qu'ils imaginent, quoi. Que ça peut être un plaisir d'en faire. Et puis c'est leur amener des choses, des réalités actuelles. Dites ce que vous pensez. À la limite, ça relève même pas des mathématiques, ça relève du bon sens, parce que les maths et le bon sens, des fois, ils se mélangent ensemble. Hein. C'est pas... Les mathématiques, c'est pas simplement une œuvre de l'esprit, quelque chose d'abstrait. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une période où il existait quelque chose qui a disparu. Toutes les stats le montrent. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. Voilà, plusieurs côtés. Et s'il n'y a pas ça, ici on en met une, ici on en met deux, ici on en met trois. Il y a un manque. Pour moi, c'est un manque. Maintenant, si on te donne les pentagones, j'arrive, hein, je dis, monsieur, le carreleur, j'ai
sans pentagone et j'aimerais bien carreler ma salle ici avec des pentagones. Est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi? Il y aura des trous. Fais voir. Les sciences, ça existe. Et vous pouvez avoir accès à ça. Ça vous fera du bien. Ça ne vous empêche pas d'imaginer, ça ne vous empêche pas de rêver, ça ne vous empêche pas de sentir des émotions en regardant un spectacle, en écoutant de la musique, en jouant avec les copains, les amis, etc. Ça ne vous empêche pas ça. Mais ça vous renforce, ça vous donne plus d'épaisseur, ça vous donne plus de confiance en vous en plus. Moi, ça m'a donné confiance. Donc je pense que ça peut être utile de transmettre ça. Pas seulement à mes propres enfants, mais aux autres. C'est ma façon de rendre les choses. Ce que j'ai reçu, je le rends. Voilà. Les cubes, on l'utilise pour jouer à quoi? Pour jouer au dé. Donc il y a combien de faces sur un dé? 6 faces. Mais tu peux les raconter si tu veux. Hein? Je pense qu'ici tu mets en russe et en français, et puis nous on signe devant, c'est pas un problème. Alors t'essaies de me le faire. Ouais, de toute façon il y en aura qui m'auront pas. Moi, mardi, je ne suis pas là. Donc peut-être qu'il faudra me le sortir. Cette nuit-ci, j'ai bien dormi. Je ne suis pas un grand dormeur, mais cette nuit-ci, j'ai bien dormi. J'ai dormi facilement 6 à 8 heures. Ça, Mais bon, je pense qu'il y a environ... Allez, là, nous sommes mi-mai, donc au fameux numéro 952, avant le numéro 952, donc avant, je pense, aux alentours du 20-22 avril. Il y a des nuits où je dormais très très peu, et c'est à partir de cette pièce-là, alors 952, c'est le numéro d'ordre que l'on appose sur toutes les pièces. Toutes les pièces sont identifiées par un numéro d'ordre que l'on appelle, donc du numéro 1 jusqu'au numéro Tatooine. Et le 952, c'est le numéro où on a trouvé un artifice à l'intérieur de la fonderie qui nous a permis de chuter notre pourcentage d'heures bues, qui était aux alentours de 60 à 80%, de le chuter aux alentours, dans un premier temps, on pensait qu'il était chuté aux alentours de 20%, et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est en dessous de 10%. Donc c'est pour ça que le 952, je le connaîtrai longtemps par cœur, ce numéro-là. Alors là, on a la réalisation du génie civil pour l'installation des 2 fours induction Otto-Juncker de 6 tonnes. Tout ça financé exclusivement par notre principal actionnaire, donc UVZ. Sambre-Meuse, trop petit pour financer une opération comme celle-là. Une opération comme celle-là, avec les 2 fours et tout ça, c'est de l'ordre de 3-4 millions d'euros. Quand on voit ça, ce que l'on a déjà, ce que l'on arrive à faire, donc ça va nous permettre de multiplier notre production par à peu près 4 à 5 fois ce que l'on est capable de faire à l'heure actuelle. Donc c'est grandiose. On va pouvoir, grâce à ces installations-là, couler 200 tonnes d'acier liquide par jour. Alors que pour l'instant, tant bien que mal, on est capable de couler aux alentours de 40 tonnes d'acier liquide par jour, quand tout va bien. Et là, on va devenir compétitif, obligatoirement. Bonjour. La réunion que l'on va faire ensemble, et j'espère le dialogue que l'on va arriver à avoir ensemble, c'est qu'il y a environ 15 jours, 3 semaines, le fameux numéro 952 m'a donné un optimisme comme un optimisme. Et maintenant, on s'aperçoit, semble-t-il, que nos pièces, la qualité est en train de se dégrader. Alors, je voudrais bien qu'on en discute. Je suis ouvert à toute suggestion. Si on me parle de température de sable, qu'on a du sable, on a ci, on a là, on a de la batte, je m'en fous, j'écoute tout. Mais je pense que le problème d'une qualité avec une variation aussi importante, ça ne peut être qu'en fonderie. Donc, je veux que l'on discute tous ensemble de ce qu'il faut faire en fonderie pour être au numéro 952. Là, j'ai eu l'autorisation par M. Kopaïev de pouvoir prendre une dizaine débarbeurs. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut minimiser les réparations et conserver le même nombre de personnes. Et dire Kopaïev, il a quelque chose à dire ou...
и так далее. Сам процесс будет уменьшаться с 12 часов, предположим, там, на 9 или на 10. То есть тут все взаимосвязано. On est sur la bonne voie, qu'il faut continuer à employer les efforts pour améliorer la qualité. Il faut qu'on arrive à organiser notre travail et à construire notre travail de sorte à supprimer ces paramètres négatifs. Bien sûr. Tout va bien, on est sur la bonne voie et il n'y a pas d'autre voie. Non, mais c'est bien. Allez, bon appétit tout le monde. Я думаю, что Si nous étions arrivés un tout petit peu plus tard, eh bien, je pense que l'entreprise ne serait plus là. Alors, pourquoi nous avons choisi cette entreprise? Parce qu'elle a un savoir-faire, une expérience dans le domaine ferroviaire. Nous souhaitons que l'entreprise se développe, qu'elle produise les pièces qu'elle connaît, et puis aussi d'autres pièces plus spécifiques pour les grands froids, par exemple. La seule chose, c'est qu'il faut un peu se remémorer ce qui se savait et qui s'était oublié. Il faut se rappeler de toutes ces choses-là. En tout cas, nous sommes là pour aider l'entreprise et je suis vraiment heureux qu'on soit arrivé juste à temps. Mon souhait, c'est de sortir de Sambre-et-Meuse et de pouvoir continuer à venir visiter Sambre-et-Meuse de temps en temps et voir que ça fonctionne et que ça développe toujours du travail pour pas mal de salariés. C'est mon grand souhait. Ça, c'est notre grosse réserve. Donc, à partir de, j'espère, la semaine prochaine ou la semaine d'après, le kit qui s'appelle Bogie, donc 2 longerons et une traverse, tout ça va être expédié par container dans les différents pays là-bas en Russie. C'est beau à voir. J'espère s'en voir davantage parce que des kits, des ensembles comme celui-là, avant le 15 juin, il en faut 300 comme celui-là, de kits complets, avant le 15 juin. Donc il nous reste 1 mois pour les faire. Donc 300, là on en a, d'après les informations qu'on vient de me donner, une 50aine. Donc il en reste quand même pas mal à faire. J'ai regardé la place Coche, et puis les silhouettes se perdre dans le mouvement des déménagements, et puis les parpaings venir fermer les portes et les fenêtres de la maison-épicerie de Madame Caron, de la maison de Madame Langler, de Nathalie Dujardin, de Madame Augusta, de Madame Collant, mes mères Collant, de Adrien et Mercedes Terret, de Sabine Lejeune, de Monsieur et Madame Van de Viver, de Madame Bernard, de Madame Belkadi. J'aime imaginer que la vie n'a pas de limite, qu'elle s'étend à l'infini et que je suis à l'intérieur de toutes ces boîtes pleines de gens qui bougent dedans et que je peux en observer quelques-uns depuis le haut de mon échafaudage. Ce matin, j'ai entendu cette voix. Cette région, c'est un beau théâtre. Dans le sens où, si tu rentres sur un plateau de théâtre, bon, tu peux regarder un plateau de théâtre, mais c'est un endroit vide, un espace vide. S'il n'y a pas, à un moment donné, des artistes qui viennent dessus, ça n'a pas de sens. Et ici, c'est les gens qui font l'espace, quoi. Et c'est aussi les industries qui ont façonné l'espace. Quand tu vas dans le pays minier, ô combien, tu vois. Du coup, l'horizon, c'est la manufacture, enfin, tu vois, c'est le travail des hommes qui a complètement façonné les horizons, la terre. Et cette région vit par les êtres qui y vivent. Enfin voilà, je pense qu'il y a des régions qu'on peut traverser, les paysages quasiment suffisent à eux-mêmes, et puis il y a des gens qui y vivent. Et dans cette région, c'est d'abord des gens. Et c'est sans doute c'est par là que ça m'a réconcilié avec ça, enfin, avec cet endroit. C'est quand j'ai retrouvé les gens. Ça va? Ça va.
Vous avez fait un texte aussi sur la cité. Ah, Super. moi je lirai avec attention votre texte. Là, c'est un petit peu un message. Super. Parce qu'il y en a trop qui ont baissé les bras. Donc, c'est pas parce qu'on est cas sociaux, qu'on a une image de cas sociaux, qu'il faut baisser les bras puis accepter, quoi. Il faut regarder ce qu'il y a autour pour être plus fort et puis avancer. C'est assez émouvant, ce petit. C'est un super cadeau. Que cette dame ait écrit un texte, tu vois, et qu'elle nous le donne. Que c'est pas des gens qui sont dans l'écrit. Et tout à coup, elle a eu envie d'écrire quelque chose après avoir vu les petits rendez-vous. Et tout ça, c'est extrêmement émouvant, quoi. C'est une phrase. Le fait de connaître un bout de vie de chacun nous rend plus forts. Chacun réalise que tout le monde a son fardeau. Ça nous offre la force de se rebeller et se dire on n'est peut-être pas une cité. On est peut-être une cité de cas sociaux, mais on a le droit de se battre et d'avancer. Pour nous ôter cette image de cas sociaux qui nous colle à la peau. Cas sociaux. Ce sont des personnes qui se battent dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à dire, pour avoir le droit de vivre un peu comme tout le monde, même si certains ont baissé les bras. Faut pas s'enfermer dans sa coquille, dans l'alcool. Faut regarder autour de soi pour puiser la force de se rebeller et d'avancer. Elle a envie de se battre, cette dame. Il n'arrive plus, c'est surtout une douleur. Donc, les radios sont normales, il a une 50aine d'années. Il travaille à la poste, pas forcément un travail de force, truc comme ça. Bah, tu peux faire un écho de quoi déjà? Ça pique? Voilà. Tu veux qu'on voit les images? Moi j'ai rien vu. Il n'y a rien cassé. C'est un petit trait, mais pas grand chose. Bah, on va aller les voir. Ouais. Si tu as un décalage comme ça, si ça ne peut pas s'arrêter là. Bonjour docteur, vous allez bien? Et vous? Très bien, impeccable. Bah, continuez. Oui, bah, ça va aller. Hein. Alors, ici. Je ne vais pas dire la santé à Maubeuge pour bien présenter les choses. Les gens, ils vont bien. Globalement, ils se sentent bien, etc. Si vous faites un sondage, si vous faites une étude, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée il y a quelques semaines par l'ARS. Bah, qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, les indicateurs de santé ne sont pas terribles. Et les nôtres, en tout cas, ils sont moins bons que dans tout le reste du Nord-Pas-de-Calais. Je ne vais pas dire, pour bien présenter mon territoire, que tout va bien. C'est le contraire qu'il faut dire. Enfin, il faut dire la réalité. Et la réalité, c'est ça. Quand on imagine que la Corse, elle fait à peine 300 000 habitants, il y a plein d'hôpitaux, et ici, il faudrait qu'il y en ait un. C'est invraisemblable. Moi, je me dis, ça va pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que... Alors, j'ai rien contre la Corse, mais je dis que le traitement national, le traitement régional de ce territoire, il est un petit peu défaillant. Ça, je me demande quelquefois aussi dans quelle république je suis, quoi. Quand je vois la façon dont des territoires, pour des raisons qui m'échappent, sont traités par rapport aux nôtres, quoi. Quand on voit l'argent qui est mis dans des régions pour la santé, et ce qu'on nous refuse ici sur le territoire, moi je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Donc elle a dû faire un décollement épiphysaire, quoi. Donc c'est une immobilisation. Bonjour mademoiselle. Alors, venez vous faire tirer les oreilles. Je le savais. Là on voit des choses, là. C'est sur la face qu'il fallait regarder, tu vois. Donc tu vois ici cette partie-là, la partie postérieure, c'est une partie, l'autre partie, mais là tu ne le vois pas parce que c'est un problème de géométrie simple. Okay. Faites de la géométrie. T'es tombé comme ça? Oui, après il a fait ça. Ouais. Et t'as mal à quel endroit? Là. Ça se rapproche, hein. Et tu veux faire quoi plus tard? Maçon. Maçon? Ou couvreur? Ben, t'as besoin de tes bras, hein. Fais attention.
T'entends, serre pas trop, faut pas trop plier. Comment je vois l'hôpital et la santé, d'une façon générale, mais c'est un problème de bien-être. C'est un problème de bien-être. Or, le bien-être actuellement, je peux vous dire, hein, il n'est pas que dans le soin. C'est pas que dans le soin qu'on se sent bien. On se sent bien parce qu'il y a un environnement qui est favorable. Or, l'environnement, avec ce qu'on appelle la crise, l'environnement, il n'est pas favorable. Et il est d'autant moins favorable que sur ce territoire, il n'était pas favorable. Donc c'est ajouter encore des souffrances aux gens, des souffrances à la population, et qui paraissent injustes. En tout cas, moi, ça me paraît injuste. Voilà. Voilà, je vais voir en pédiatrie. Là, c'est un moment de détente en fin de journée, après une longue journée, mais surtout, moi j'aime bien me mettre à mon bureau, comme je suis, là. Voilà, les doigts de pied en éventail. Mais c'est une position très intéressante que je recommande à tout le monde, parce que tout le sang qui n'est plus dans les jambes, il va dans votre cerveau, donc c'est une bonne période. Pour réfléchir aussi, des choses comme ça, pour penser à des problèmes. Ouais, ça fait du bien parce que c'est vrai que tous les jours, le métier de médecin, c'est quoi? C'est prendre une décision toutes les 2 minutes, quoi. Dès que vous êtes questionné sans arrêt, donc il faut apporter des réponses. Bah, ça nécessite d'être un petit peu concentré quand même. Et puis, cette concentration-là, il y a un moment, il faut la faire partir.